Dans la pause, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter Monsieur Paul Boutet. Monsieur Boutet est psychologue, venu nous rejoindre aujourd'hui à l'émission pour nous entretenir sur un livre qu'il prépare et aussi en fait toute une approche au traitement de la souffrance à travers ses compétences professionnelles et personnelles, j'imagine. Alors bonjour Monsieur Boutet et merci d'être venu à l'émission. Bonjour, Jenny Audrey. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer, Paul? Bien sûr. Alors, puisqu'on le fait dans la réalité, qu'est-ce qui t'a amené à cette production-là d'un livre dans ta carrière, dans ta longue carrière? Le livre s'inscrit principalement dans la volonté de mettre sur le marché le protocole de la psychologie non dualiste, c'est-à-dire de faire connaître aux gens les conclusions auxquelles je suis arrivé après toute ma pratique professionnelle et aussi à partir des expériences de ma vie personnelle pour comprendre la souffrance puis permettre de faire une libération de cette souffrance-là de la façon la plus simple et la plus accessible possible. Le plus proche possible de l'expérience que tous les êtres humains font, en général. Au fond, ta pratique professionnelle et ta vie personnelle, est-ce qu'il y a des éléments de ta vie personnelle qui t'ont questionné pour que tu en arrives? Parce que un petit peu à travers les éléments que je connais là, de ce que tu fais, il y a beaucoup de spiritualité dans la vision que tu développes là, du traitement de la souffrance. Oui, c'est ça. C'est important que tu en parles parce qu'en réalité, ma tentative de comprendre cette souffrance humaine-là en général, puis la mienne en particulier, m'a amené dans deux directions qui me semblaient parallèles pendant un très long bout de temps. D'un côté, la psychologie, où j'ai commencé à étudier à l'université, je pense, à 18 ans. Puis aussi la spiritualité, donc toute la pratique spirituelle, la démarche en tant que telle, les voyages, une spiritualité autant universelle, autant occidentale qu'orientale. Et au fond, c'est un cheminement parallèle ça semblait parallèle au départ. Qui semblait parallèle, mais ouais. qui finit par se marier dans cette production-là, dans ce livre-là que tu publies. Dans le livre, oui, ça devient évident dans ma vie aussi que les deux chemins peuvent se rejoindre effectivement quand on est capable de faire la bonne lecture. Et c'est ce qui m'a amené à établir la psychologie non dualiste. Ça, la psychologie puis la spiritualité, ça peut se marier. C'est ça. Alors que bien souvent, les gens voient ça comme deux domaines séparés. Oui. Mais effectivement, dans les termes, ça peut l'être en tant que tel, dans le sens que les gens qui font des lectures dites spirituelles ou dites ésotériques, tout ça vont avoir un discours particulier. Ils vont avoir un langage, un système de pensée, peu importe quoi. Puis en psychologie, c'est la même chose. Les systèmes de pensée utilisent d'autres mots, d'autres concepts, d'autres préoccupations, se penchent sur d'autres aspects de l'expérience humaine. Et quand on regarde les choses strictement en première ligne, c'est difficile de voir que, en fait, finalement, on est en train de parler de la même chose. On est en train de parler de deux tentatives pour essayer de saisir pourquoi on souffre. Et pourquoi on souffre, Paul? Ben, profondément, on souffre parce qu'on confond la réalité, la réalité que j'appelle non dualiste avec la réalité virtuelle qui est générée par la pensée, qui est générée par les processus mentaux, les processus de perception, d'interprétation, d'analyse, de jugement, de comparaison, etc. Donc, tout le langage humain. Toute la pensée humaine au complet, qui est, à proprement parler, virtuelle en fait, mais dans laquelle on est tellement imbriqué depuis longtemps qu'on s'imagine que c'est vrai, que c'est ça. Quand on parle, on utilise des mots, des idées, des concepts qui sont tellement incrustés dans notre corps, dans notre cerveau, qu'on les prend pour la réalité elle-même, alors que c'est une impression qui est plaquée sur la réalité. Un peu comme un paysage, par exemple, puis une carte routière, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Ce que tu dis, au fond, c'est que les gens se font plein d'idées sur la réalité, puis qu'à un moment donné, ils oublient que c'est pas les idées, la réalité, c'est les idées sont là pour essayer de décrire quelque chose. Oui, c'est ça. Puis quand on applique ça sur ce qu'on appelle nous-mêmes, ça se complexifie encore plus. Ça devient possiblement très souffrant parce qu'on a tendance à personnaliser l'expérience, on a tendance à personnaliser nos perceptions, donc à en faire une image personnelle, un concept de soi, une image, une idée de ce qu'on est, qui n'est pas
ce qu'on est, en fait. Et à partir de là, Mettons on souffre pour cette raison-là principalement. La psychologie non dualiste, le protocole de la psychologie non dualiste va aider la personne, n'importe qui veut bien s'y impliquer, va aider à défaire cette erreur-là, puis à redevenir soi-même, donc à se retrouver soi-même dans n'importe quel genre de contexte plus ou moins dramatique. Je te donne un exemple, Paul. Mettons que je suis dépressive parce que je me sens seule, j'ai pas d'amis, j'ai pas de réseau. Là, je viens de voir, là, tu sais, puis je te dis, écoute, je suis mal prise, je suis en train de faire une dépression, je n'ai pas le goût de prendre des antidépresseurs. Alors, est-ce que toi, tu peux aider à ce moment-là une personne comme ça? Tout à fait. C'est excellent parce que c'est exactement comme avec ce genre de présentation-là, ce genre de discours-là que les gens viennent me voir. Je suis en dépression. Je me sens seul. Tout ça, tout le monde comprend quand quelqu'un parle comme ça. La majorité des gens semblent comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui est en train d'arriver. Mais c'est le langage qu'on utilise pour en parler, qui est un langage conventionnel, donc avec lequel tout le monde est d'accord, qui semble vraiment vouloir dire quelque chose, ou qui semble vraiment parler de la réalité de la personne, de la réalité telle qu'elle est, alors que c'est pas vrai. C'est un discours. Et moi, je vais adresser ça immédiatement en disant, par exemple, je ne le dirai pas tout de suite nécessairement parce que je comprends que la personne souffre. Là. Je vais sûrement prendre connaissance ou refléter à la personne que je comprends que la souffrance est là. Ça, c'est indéniable. Tous les êtres humains souffrent d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui fait qu'on peut briser les barrières entre nous, puis juste reconnaître que c'est ça, la situation, et qu'on est tous sur le même plancher des vaches, autrement dit, à ce niveau-là, puis qu'on peut se comprendre ou s'entraider ou être sympathique aux gens parce qu'effectivement, la souffrance, elle est... répandue. C'est à plus ou moins haut degré. Là. Alors, je dirais à ce moment-là que se sentir seul, tu vois, en termes de langage, ça n'existe pas, se sentir seul. C'est une expression qui essaye de décrire un état d'âme. Mais je vais éventuellement attirer l'attention de la personne sur le fait qu'elle se fait souffrir en prétendant qu'elle se sent seule. Puis si on prend conscience de ça, on peut arrêter de dire et de penser des choses qui sont intrinsèquement souffrantes. Comme je me sens seul, je me sens coupable. Autrement dit, ce que tu dis, c'est ton idée qui t'amène à souffrir. Oui, c'est le processus lui-même d'identification à des idées, d'identification à des concepts, d'identification à des sons, à des vibrations. À des sons? Parce que par exemple? Seul, oui. C'est un son. Oui. Alors, je m'identifie à ce son-là qui est très épeurant et qui est très rempli de toutes sortes de significations désagréables. Vieille, vieux, il y en a des abandonné, rejeté, moins que rien. Alors, il y a plein de significations douloureuses dans le mot, dans l'expression « je me sens seul ». Puis si on n'est pas capable de décortiquer ça en tant qu'activité que la personne est en train de faire, elle ne peut pas vraiment régler le problème à la racine, c'est-à-dire de réaliser que oui, elle peut ressentir un malaise, ça c'est officiel, une souffrance, la souffrance est là. Mais l'explication ou la tentative qui est psychologique en fait, qui est toute la tentative de la psychologie d'essayer de rendre compte de cette souffrance-là avec des mots puis des théories, puis là ça devient encore pire. Il n'y a pas de voie de solution vraiment là-dedans. C'est pour ça que la psychologie non dualiste, profondément, est une critique de la psychologie standard qui accorde beaucoup d'importance au script, au scénario, aux explications de la personne ou des modèles théoriques qui sont présentés. À son histoire aussi. À l'histoire, à ce qu'on appelle la psychobiographie du corps de l'individu, etc. Et toute cette histoire-là, elle est dramatique. Elle est souffrante en tant que telle. Est-ce que ça rejoint un petit peu les nouvelles tendances présentement, là, comme de Eckhart Tolle, par exemple, ou des livres qui mettent beaucoup de l'avant l'idée d'être dans le moment présent, de trouver le moyen de redevenir plus une présence à soi-même que de trouver des mots justement pour décrire des situations, puis avoir des attentes ou avoir des... oui, je te dirais que oui. Okay. Tout à fait. En fait, un des points forts chez Eckhart Tolle, à mon avis, c'est de ramener l'attention dans le corps, c'est-à-dire de ramener l'attention à la réalité corporelle telle qu'elle est, la réalité, en fait, que moi j'appelle systémique, c'est-à-dire une réalité d'un corps qui n'est pas fermé sur lui-même, en fait, parce qu'il est
parfaitement participatif à tout l'univers ou à toute la réalité. Alors, bouge pas, Paul. On arrête pour la pause, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur ce OK. thème-là par la suite. D'accord. Alors, à tout de suite. Mais à hurler. Cette situation-là va générer un bouleversement dans le système que j'appelle moi habituellement. Et là, je vais parler de douleur principalement. La souffrance va s'intégrer dans cette situation-là à partir du moment où je vais en faire un cas personnel, c'est-à-dire où est-ce que je vais personnaliser cette expérience-là et où je vais, à travers laquelle je vais tirer des conclusions sur moi-même ou sur la vie. Par exemple, ça arrive juste à moi, ou je suis donc pas chanceux, ou je suis donc bien malhabile, ou je suis bon à rien. C'est ça qui fait souffrir. Et finalement, la souffrance va venir avec ce genre de conclusions agressives, en fait, et négatives par rapport à la vie, par rapport à la réalité, par rapport à moi-même ou par rapport aux autres, tout simplement. Fait qu'on parlait de dépression tout à l'heure, de la personne qui se sent seule. Au fond, ce que tu dis, c'est que c'est pas vraiment le fait d'être seul dans la réalité qui est souffrant, c'est le fait que l'interprétation qu'on en donne, c'est comment est-ce que, par exemple, elle n'est pas assez fine pour être avec les autres la trouvent pas intéressante, et toutes les interprétations qu'elle met autour du fait qu'elle est seule. C'est ça qui fait souffrir. Oui, tout à fait. Je comprends bien, là. Tout à fait. Exact. Je suis fier de moi. Et même quand on dit dépression, évidemment, ce que je vais dire tout de suite d'emblée à mon client qui me parle qui est en dépression, c'est, écoute, ça, c'est un langage médical que j'utilise évidemment quand je parle à des médecins, quand je communique avec des médecins par écrit ou par téléphone ou quoi que ce soit. Mais en même temps, mon point de vue à moi n'est pas que tu es en dépression. C'est un discours médical qui spécifie qui parle de certains symptômes qu'on peut observer, puis à partir desquels symptômes on conclut je suis en dépression. Et toi, tu dis Et quoi, moi, je dis non. Oui, techniquement parlant, quand on veut se parler entre professionnels, on va utiliser un langage commun qui va faire qu'on sait, on parle pas d'une psychose, on parle pas non plus, on parle d'une situation de dépression. Par ailleurs, moi, je vais plutôt dire à la personne, tu es en train de passer une série d'expériences, une série d'événements qui sont très difficiles, à travers lesquels ça demande beaucoup d'énergie et tu dois t'adapter, tu dois comprendre des choses pour pouvoir régler un paquet de problèmes qui te sont présentés ou qui sont en train d'arriver dans ta vie. Et c'est difficile. Et on va ensemble trouver des moyens pour libérer ton énergie, que tu te reposes, ainsi de suite. Puis c'est un processus de guérison pour moi bien plus qu'une condamnation médicale. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où je te dis t'es en dépression puis que j'ai l'autorité pour le dire, c'est pire. Oui. On appelle ça un processus, un phénomène iatrogène, où est-ce que le médical lui-même, l'interprétation médicale condamne la personne. Même le regard, même pas besoin de parler, hein, c'est ça. C'est ça. Alors là, moi, je fais le contraire. Je libère ce concept-là, puis ça va toujours être ça ma pratique, tenter de libérer la personne, le corps, l'être, de toutes ces notions-là qui sont plaquées dessus, puis qui, au lieu d'aider la vie, de favoriser le processus naturel de guérison, parce que quand on se coupe, ça guérit. C'est pas quelque chose qu'on veut faire, c'est comme ça que c'est fait. Alors donc, notre responsabilité est de favoriser ce processus-là, pas de le contrôler. On a à faire notre part, bien sûr. Si on est déprimé, si on est très fatigué, on doit se reposer, on doit manger mieux, on doit prendre l'air, on doit faire une petite activité, on doit supporter un processus de régénération. Mais ça ne veut pas dire qu'on le contrôle. Mais la vision donc que tu proposes, Paul, ça s'applique non seulement à la thérapie, mais à toutes les formes de thérapie, c'est-à-dire au lieu de viser simplement le diagnostic, c'est d'essayer de voir la réalité derrière, je dirais, au lieu de voir la chenille qui est morte, de voir le papillon qui est en train de naître. Ça, oui, oui, ça c'est clair que la position est plus positive, si on peut dire, dans ce sens-là, parce que j'envisage la vie comme expansive, j'envisage la vie comme auto-guérissante, j'envisage la vie comme étant consciente et en charge des différents processus vivants, que ce soit à l'intérieur de mon corps ou ailleurs. C'est pas limité aux êtres humains, ces processus-là. C'est constamment présent. Puis quand je dis le corps systémique, j'entends bien un corps qui est participatif avec tout ce qui est.
Pas juste l'air que je respire puis la bouffe que je mange, qui est là où les autres personnes avec qui j'interagis, dont j'ai besoin relativement à toutes sortes de situations concrètes et tout ça. Alors, mon travail vraiment est de permettre à la personne de débarquer du niveau conceptuel pour redevenir, réintégrer le corps, ce qu'il est profondément, et de permettre à la vie de guérir, de prendre en charge, de prendre soin, parce que c'est ça qu'elle fait de toute façon. En studio ici aujourd'hui pour nous partager un peu de toute cette sagesse et cette connaissance que tu as accumulée au fil des ans et qui ne pousse pas, je le sais très bien, dans les arbres. Merci, Janie. Et nous, chers auditeurs, nous